Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est l'une des priorités du Royaume du Maroc aujourd'hui, l'hydrogène vert. Nous y consacrons donc cet épisode de Questions d'actu. Ce n'est pas le premier d'ailleurs consacré à cette thématique pour tout comprendre à cette technologie appelée à redessiner le paysage mondial de l'énergie. Conscient de ce potentiel et dans son discours du trône le 30 juillet dernier, Sa Majesté le roi Mohammed VI a évoqué l'importance qu'il accorde aux ambitieux projets de production de l'hydrogène vert dans le pays en mettant l'accent sur la validité de l'offre au Maroc et en appelant également le gouvernement à mettre en œuvre cette feuille de route dans les meilleurs délais. Et d'ailleurs, le 5 septembre dernier, en application des instructions royales, une première réunion s'est tenue sous la présidence du chef du gouvernement 2 semaines plus tard. Donc aujourd'hui, Marrakech accueille l'un des événements incontournables de la sphère nationale et de l'écosystème mondial de l'hydrogène et des énergies renouvelables, le World to Power X Summit. Sous le haut patronage du souverain, cette 3e édition rassemble toutes les parties prenantes, privées comme publiques d'ailleurs, nationales comme internationales bien naturellement, pour donner un élan et libérer le potentiel de l'hydrogène vert ainsi que les molécules propres vers un avenir sans carbone. Nous allons bien sûr nous attarder sur la question et bien comprendre ce qu'on veut dire par ces molécules vertes et comment créer de la forte valeur ajoutée pour nos industries marocaines. Quelle contribution d'un tel rassemblement dans le déploiement imminent de l'offre Maroc? Comment les acteurs de la chaîne de valeur nationale adressent les défis actuels? La concurrence s'annonce rude à l'international. Comment le Maroc compte tirer son épingle du jeu et être assez compétitif pour drainer suffisamment d'investissements? Enfin, et pas des moindres de questions d'actualité, quid du transfert de technologie vers nos industriels et quelle sera la valeur ajoutée pour les Marocaines et les Marocains, la valeur ajoutée sociale de l'hydrogène vert? Pour répondre à ces questions, nous avons ce soir avec nous la chance d'avoir vraiment les big players de l'écosystème des énergies renouvelables au Maroc et donc de l'hydrogène vert aussi. Tout d'abord, un plaisir de l'accueillir à nouveau sur le plateau de Questions d'actu. Il s'agit du directeur général de l'Institut de recherche en énergie solaire et énergie nouvelle, l'IRESEN, Samir Rachidi. Bonsoir. Bonsoir madame, merci de m'avoir. Marhaba, je rappelle et j'annonce aussi que vous êtes organisateur de ce Power to X Summit et on voudrait que vous nous en parliez dans quelques instants. Je continue les présentations. À vos côtés, le président du cluster hydrogène vert, Mohamed Yahya Znebal. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir madame, merci pour l'invitation. Merci à vous de l'accepter et de répondre à nos questions. Pour représenter l'industrie de l'hydrogène vert, nous avons avec nous le directeur général de John Cockerill Maroc, acteur mondial des électrolyseurs alcalins. Alikan Kassam, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci pour l'invitation. John Cockerill Maroc, qui est opérationnel depuis combien de temps? Dans le monde depuis plus de 200 ans. Pour le Maroc? Pour le Maroc, plus de 10 ans. Plus de 10 ans. Bienvenue à vous sur ce plateau. Et pour représenter ce qu'on appelle les enablers, ils sont dans la production électrique du Maroc. C'est un des opérateurs phares de la production électrique du Maroc, un opérateur indépendant, il faut le préciser. Le directeur général adjoint de Taqam Rocco, Omar Alaoui Mhamdi. Bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Merci à vous de l'accepter et de participer au débat ce soir. Avant de parler d'hydrogène vert, alors ce sommet Power to X a été maintenu, soit 11 jours après le drame d'El Haouz, car l'activité économique doit continuer pour les populations de la ville de Marrakech. Mais ce n'est pas tout, puisque vous avez lancé aussi une opération de collecte de dons. Il ne s'agit pas que de dons financiers, mais de dons d'innovation. Effectivement, donc je me permets aussi de profiter de l'opportunité pour remercier l'ensemble des parties prenantes et des participants d'avoir maintenu. Et surtout, ce qui nous a touché beaucoup, nous, à l'équipe d'organisation, c'est les messages que nous avons reçus avant d'annoncer le maintien et surtout après avoir maintenu. Et c'était des choses aussi qui montraient qu'il y avait un élan de solidarité internationale avec notre pays. Donc nous aussi, nous voulions vraiment s'inscrire dans cette logique-là de solidarité avec nos concitoyens sinistrés. Et l'idée que nous avons proposée, parmi d'autres qui ont été discutées avec l'équipe, c'est de participer avec l'ensemble des parties prenantes, des participants, à un dîner de solidarité qui va accueillir, on va dire, les annonces de promesses de dons, que ce soit en nature ou en numéraire, au profit des associations ou du compte bancaire prévu par l'État à ce titre. Alors,
Mohamed Yahya Znibel, vous êtes président du cluster hydrogène vert, vous êtes co-organisateur donc de ce World Power to X Summit. Quelle place de l'innovation pour ces populations rurales, justement? Alors, en termes d'énergie, bien naturellement. Hein, alors, en termes d'énergie, évidemment, toutes les innovations vont apporter leur plus en termes de fourniture d'électricité, en termes de fourniture de chaleur, en termes de fourniture d'approvisionnement de toute nature, parce que l'énergie est à la base de tout. L'hydrogène peut jouer même un rôle, et il faut y réfléchir. Les régions qui ont été touchées sont des régions qui sont en montagne, donc très fraîches en hiver, et on pourra imaginer que on puisse créer localement des productions de petite taille d'hydrogène pour promouvoir le chauffage et l'utilisation de l'hydrogène comme combustible pour faire la cuisine, pour faire des applications ménagères. Et donc déjà à ce niveau-là, l'innovation va apporter beaucoup pour ces régions-là. Et il suffit de vouloir le faire. Jusqu'à présent, on a beaucoup hésité à créer des pôles délocalisés. Je crois qu'aujourd'hui, la démonstration a été faite que s'il faut créer des réseaux locaux, qu'ils soient d'électricité ou qu'ils soient d'hydrogène ou d'autres, il faut le faire parce que ça rend ces régions totalement autonomes. Et voilà. Désenclavées, surtout. Et désenclavées, évidemment. Peut-être une information supplémentaire, Omar Alaoui Mohamedi, sur ce sujet. Oui, je voudrais revenir d'abord à la vocation d'un producteur privé d'électricité. Nous avons de facto dans notre ADN une dimension sociale. Un des moteurs d'un producteur privé d'électricité, c'est d'apporter la vie d'abord. Parce qu'en apportant de l'électricité, on change tout l'écosystème autour. Et on l'a vu avec le Maroc, le programme PERGA a changé complètement les données macroéconomiques du Maroc dans un espace de temps très réduit. Et on est fiers d'avoir accompagné le Maroc pendant maintenant plus de 26 ans dans ce programme. Et donc aujourd'hui, par rapport à la situation d'Al-Haouz, on pense que c'est une chance. Vous en avez discuté au sein du groupe, justement? On n'a pas encore discuté, mais on a déjà été sur les lieux. Et on a vu, parce que pour nous, c'est une action qui doit s'inscrire dans la durée, voilà, et non pas être sur l'émotionnel tout de suite. Et donc, il va falloir réfléchir surtout sur le long terme et comment reconstruire ces villages en parasismique avec des produits écologiques et apporter l'électricité d'une manière, je dirais, beaucoup plus efficace que ce qui a été fait avant. Donc, aujourd'hui, il y a une opportunité et le Maroc s'est très bien transformé les challenges en opportunités. Et donc, on va s'inscrire dans ce cadre et on pense, en tant que Taqa Morocco, que nous allons accompagner l'ensemble des acteurs pour le réaliser ensemble. Alors, pour clore le tour de table sur cette question de l'apport de l'innovation, de l'apport de vous, en tant qu'acteur dans l'énergie, à cette population sinistrée d'Al-Haouz, Alikan Qassam. Mais écoutez, je me joins un peu à ce que tous les collègues ont dit. C'est effectivement une situation de crise et dans toute situation de crise, il y a deux phases. Il y a la phase d'urgence dans laquelle nous sommes actuellement et puis il y a une phase de reconstruction. L'intérêt pour John Cockerill, c'est justement de participer humainement, humanitairement, tant que possible dans la phase de crise et puis participer avec toutes les compétences du groupe, qu'elles soient dans l'énergie mais également dans toutes les activités de projet que nous avons pour la reconstruction. Donc on s'inscrit là-dedans à travers la fondation de John Cockerill aussi. Ok, merci. Alors, de ces explications, nous passons donc à ce sujet donc, de l'actualité d'aujourd'hui, 3e édition de ce sommet. Samir Rachidi, donc sous le thème de l'avenir, d'un avenir sans carbone. Si vous pouviez résumer les attentes réelles de vous, en tant qu'organisateur de cette 3e édition, et qu'est-ce qui la démarque des deux précédentes? Ben écoutez, nous on est vraiment aussi très très heureux d'inscrire aussi cet événement dans la durée. C'est la 3e édition et c'est une édition aussi, c'est un événement qui grandit. On remercie aussi les partenaires, le cluster, l'Université Ramsès Polytechnique pour continuer à soutenir cet événement. Et l'idée pour nous d'abord, c'était
de positionner le Maroc, de maintenir, de renforcer son positionnement sur le radar mondial, sur l'échiquier mondial de l'hydrogène. On sait tous qu'on commence maintenant à parler de géopolitique de l'hydrogène, donc il s'agit bien de... On ne parle même plus de géopolitique de l'énergie, maintenant c'est la géopolitique vraiment, de l'hydrogène. On est vraiment très spécifique, et du coup se positionner, mettre un drapeau sur une carte et dire voilà, on est là, on peut produire à des coûts compétitifs avec une base industrielle intéressante, c'est aussi important pour, on va dire, le développement, la prospérité de notre pays. Donc ce sommet, en deux mots rapidement, c'est d'abord une volonté de rassembler trois types de profils. D'abord, les décideurs politiques. On souhaite que ça soit un forum pour les décideurs, le niveau ministériel, d'où le nom sommet. On a toujours des sessions avec des ministres ou des délégations ministérielles pour discuter décisions, réglementation. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ce marché décolle? Ensuite, les industriels. La base, la vraie locomotive de tout développement économique moderne, il y a l'industrie qui est derrière, et il faut aussi que ces développeurs, ces acteurs économiques vitaux soient autour de la table pour discuter, dialoguer avec le gouvernement. Et en troisième lieu, je dirais, c'est une couche de technologie, d'innovation, de recherche qui doit aussi être une sorte de filigrane et pas toujours comme on a vécu dans le passé, que ça soit toujours la cerise sur le gâteau, mais plutôt c'est quelque chose qui doit être pensé avec les politiques et avec les industriels, sans avoir le phénomène de silotage, parce que ça peut aussi aider dans le déploiement des politiques, mais aussi de l'industrie. Et donc ça, c'est par rapport à la nature du sommet. Et notre volonté, c'est aussi d'approfondir aussi la connaissance, parce que dans les deux premières éditions, c'était des éditions où on commençait à faire parler de l'hydrogène au Maroc, mais aussi dans la région. C'était quand même assez nouveau, l'hydrogène vert. Mais cette année, on a vraiment essayé de faire des deep dives, des approfondissements sur le programme, et on le voit très bien à travers le programme qui a été enrichi. On est passé de 80 à peu près intervenants à 170. Donc on a doublé le nombre d'intervenants, on a multiplié par 10 le nombre de sessions qui ont été proposées. Et l'idée aussi, les participants, peut-être on va être aux alentours de 1000 participants. Donc c'est des chiffres qui nous réjouissent et qui confirment aussi l'intérêt qu'on a pour la question, et aussi pour nous, en tant qu'acteurs locaux et institutionnels, de s'inscrire dans l'orientation stratégique de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, qui a donné aussi son patronage qui nous honore, et qui fait de ce forum ou cet événement un rendez-vous annuel incontournable pour faire le point sur ce qu'on a fait l'année dernière. Et je pense cette année, on a beaucoup de choses à beaucoup de choses à faire. Il y a surtout le déploiement de cette feuille de route qui est annoncée pour 2024. Quel serait le rôle de chacun de ces chaînons de la chaîne de valeur dans le déploiement de cette feuille de route? Omar Alaoui Mohamedi. Tout d'abord, on va dire, dans la chaîne de valeur du green hydrogène, il y a peut-être 3 niveaux. Il y a un niveau production, d'abord. La production d'hydrogène, ça date pas on va dire, ça date pas d'aujourd'hui. On a toujours produit de l'hydrogène, mais là, on parle du green hydrogène en faisant la molécule verte qui va venir s'adjoindre à l'électron vert pour produire le green hydrogène. Il y a le transport et le stockage, et finalement, il y a la partie commercialisation qui, aujourd'hui, peut être un atout pour le Maroc, parce qu'on est à côté d'un des plus grands marchés demandeurs de green hydrogène, notamment l'Europe, qui a des ambitions de 20 millions de tonnes de green hydrogène d'ici 2030, et dont 10 millions de tonnes vont être importées. Et sur les 10 millions, parce que j'ai vu des chiffres quand même tourner, puisque vous parlez de cet horizon 2030, est-ce qu'on est capable de produire la moitié de ces besoins européens, et notamment en exporter une grosse partie, soit 70% plus ou moins? Il faut rêver grand. Donc, si on rêve, il faut rêver grand. Et maintenant, on a l'ensemble des atouts pour le faire. On a des corridors de vent des plus importants au monde. On a 3600 km. Sous-exploités. 3600 km de côte. Donc, on est presque une presqu'île au Maroc, sauf qu'on l'oublie. Donc, avec des irradiations solaires, une des meilleures. Et l'avantage du Maroc, c'est que on peut coupler du solaire et de l'éolien en même temps. Oui. Donc, et ça. On voit ici, Tout à fait. Donc, quelque part, coupler du solaire et de l'éolien pour avoir l'électron vert le plus compétitif, on est déjà à 50% de la valeur. Si on veut décomposer la valeur,
l'électron vert représente 50, même des fois 60% du green hydrogène et de ses dérivés. Donc cet atout, on doit le transformer maintenant en projet. Et pour ça, il va falloir créer le cadre. Et le cadre, c'est le cadre juridique. Il y a des lois. Aujourd'hui, on se réjouit d'abord qu'il y ait la loi sur l'autoproduction qui peut être utilisée pour ce cadre de production d'hydrogène vert. Mais il va falloir aussi discuter de d'autres points, notamment le réseau, les microgrids, le lien avec le dessalement d'eau. Et là encore, le Maroc a débuté le dessalement d'eau avec le grand projet de Casablanca. Donc l'expérience va aller, je dirais, crescendo. Et donc, on a des atouts pour être un des premiers pourvoyeurs de green hydrogène pour l'Europe. Alors, les atouts, est-ce qu'on a les prérequis? Hamdi Hiaz-Nebar, à cette question. Les prérequis, je pense que nous les avons et que nous sommes aussi en train Certains ont été cités par... Ouais, exact. Et aujourd'hui, on est en train d'en mettre d'autres. Alors, ces prérequis sont lesquels? C'est pouvoir déjà fournir un cadre dont M. Adaoui a parlé, un cadre juridique, un cadre réglementaire. On n'en est pas encore là aujourd'hui parce qu'il y a un cadre réglementaire et juridique qui borne tout ce qui est production d'électricité d'origine renouvelable, mais nous n'avons pas encore de cadre juridique concernant l'hydrogène. Comment cela peut handicaper justement le déploiement et le développement de cette industrie chez nous au Maroc? Je vais vous dire tout de suite, ne serait-ce que pour des raisons de sécurité ou de sûreté, que ce soit pour l'utilisation, la production, l'utilisation, le transport, il faut des textes qui encadrent cela. Aujourd'hui, nous avons des textes qui encadrent le transport des produits dangereux par route. L'hydrogène a été placé comme un gaz dans le code gazier. Le Conseil de la concurrence a considéré que l'hydrogène ne devait pas faire partie de ce texte-là parce que c'est un produit à part. Donc il y a des choses à régler à ce niveau réglementaire. Et si nous n'avons pas de règlement concernant l'utilisation, le transport de l'hydrogène, ça peut être problématique. Alors ensuite, il y a des problèmes de foncier. Il va falloir, quand les investisseurs vont arriver, ils vont avoir besoin de foncier pour installer aussi bien les énergies renouvelables dont ils auront besoin, mais aussi toutes les plateformes d'électrolyse. Combien ça dépend. Moyenne Je ne peux pas vous dire. On peut parler de 50 000 hectares, 150 000 hectares, 200 000 hectares. Pour qu'on ait une idée un peu quand même de la taille de ce genre de projet. Les grands projets, c'est du 100 000 hectares et au-delà. Donc c'est ce que nous ciblons au Maroc aujourd'hui. C'est ce que nous ciblons au Maroc. Ensuite, vous avez les problèmes d'eau. Nous, le Maroc est un pays aride, donc l'eau, on ne pourra l'avoir que par le dessalement. Alors je rappelle que là, souvent les gens disent « Ah oui, mais l'eau, c'est dangereux, on n'aura plus d'eau après ». Je rappellerai juste un chiffre. La consommation d'eau à travers le monde, d'eau potable, c'est 4 600 milliards de mètres cubes. Et si on se base aujourd'hui sur la production d'hydrogène actuelle, qui est de 95 millions de tonnes dans le monde, toutes couleurs confondues. Gris, vert, bleu. Gris, vert, tout ce que vous voulez. Ouais. Ça vous donne 2 à 3 milliards de consommation d'eau en électrolyse, parce qu'on consomme à peu près 20 à 30 litres d'eau par kilogramme d'hydrogène produit. Et donc, quand on fait le calcul, c'est 0,05% de la consommation mondiale. Donc ce n'est pas un sujet. L'eau, à ce niveau-là, n'est pas un sujet, n'est pas un frein. Donc ça, c'est une politique qui a déjà été mise en place au Maroc. On va avoir les stations de dessalement qui sont nécessaires. Je pense aussi que les gros investisseurs qui vont venir avec des gros projets vont vouloir aussi faire leurs propres stations. Ensuite, nous avons des contraintes d'infrastructures d'évacuation. Ces infrastructures d'évacuation, ça peut être les pipes, mais c'est aussi les ports. Parce que demain, il va falloir exporter
et il va falloir exporter par un moyen ou un autre. Quand vous dites demain, c'est quand? Alors pour nous, demain, c'est 2030. Très bien. Je ne pense pas qu'on puisse raisonnablement penser être avant 2030. Voilà. Bon. Moi, je pense que c'est ces ensembles de choses qui vont être des opportunités pour le Maroc. Pourquoi? Parce qu'on a des prérequis aussi. Et des c'est intéressant voilà, parce que c'est les deux. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est que on a deux régions qui sont vraiment très intéressantes. Nos provinces du Sud, évidemment, avec un rayonnement solaire exceptionnel, avec des potentialités en éolien extraordinaires. Et du foncier. Et du foncier, d'accord. Nous avons une région qu'on oublie aussi très souvent, c'est l'oriental. Ouais. L'oriental, nous avons un port qui va être prêt dans 1 an ou 1 an et demi, Nador West Med, et qui peut servir d'une véritable plateforme d'exportation. Vous dites cela sur la base d'études qui ont été faites, Oui, bien sûr. Et de réflexions que nous avons en interne aussi, au bien cluster, évidemment, et puis avec les industriels, et des études que nous sommes en train de mener d'ailleurs. Vous savez, il y a l'hydrogène, mais l'hydrogène en lui-même, c'est pas la finalité. Il faut aller plus loin. L'hydrogène, c'est aussi d'autres produits qu'on peut fabriquer. Et mes amis me disent toujours, vous avez toujours cette casquette de chimiste, parce qu'à partir de l'hydrogène, on fabrique du méthanol. Et le méthanol, c'est une véritable molécule de base pour la chimie, et on peut développer toute la chimie, enfin une grande partie de la chimie verte, dans des régions comme l'oriental. Ça servirait à quoi? Alors faire des e-fuels, faire du méthanol. Encore de l'énergie, une autre source d'énergie en fait. Voilà, et puis vous savez, aujourd'hui, nos ports, notamment Tanger Med, est un port qui est positionné aujourd'hui mondialement. Mais attention, aujourd'hui, vous avez des compagnies maritimes d'importance qui ont besoin de méthanol, qui ont besoin d'ammoniac, qui ont besoin d'e-fuel. Si nous n'avons pas ça, nos ports auront perdu tout facteur de compétitivité pour eux. Donc, c'est une obligation pour nous de faire cela. Alors, quand je parle du méthanol, ça ouvre beaucoup de portes, parce que ça ouvre la porte de ce qui se fait d'ailleurs toujours aujourd'hui, à la pétrochimie. Nous n'avons pas de gaz, nous n'avons pas de pétrole, donc on n'avait pas accès à la pétrochimie. Aujourd'hui, avec l'hydrogène, on a accès à tout cela. Et il va falloir qu'on soit suffisamment imaginatif pour attirer aussi bien des gens qui vont investir dans ce domaine-là que créer des écosystèmes. Bon, aujourd'hui, on parle des vallées de l'hydrogène, etc. Mais comme l'a dit Alaoui, il ne faut pas arrêter le rêve. On est capable de faire. On est capable de le faire. Quelles sont les ambitions justement de John Cockerill en termes d'hydrogène vert pour le Maroc? Bien écoutez, elles sont importantes. Elles s'inscrivent dans le schéma du groupe, qui est un groupe industriel, entrepreneurial. Donc nous sommes très focalisés sur ce qui se passe dans ce secteur-là au Maroc, et nous avons pris des positions qui sont relativement claires. C'est que nous ambitionnons de mettre en place une usine d'électrolyseurs à Dakhla, qui, je pense, s'inscrit bien dans le paysage du pays, dans sa vision. Elle permet d'amener un peu de contenu technologique dans tout le schéma, dans toute la réflexion qui se fait sur cette filière-là. On en a besoin parce que je crois que c'est également la vision du pays et du royaume d'avoir un maximum de valeur ajoutée technologique sur son périmètre, sur son territoire. Et donc, qui serait transférée éventuellement, cette valeur technologique? Bien sûr. Bien sûr, à partir du moment où vous mettez en place une capacité de production ici, vous allez créer de la valeur dans le pays. Et c'est comme ça qu'on se développe dans toutes les régions du monde. Et le Maroc est un point... C'est-à-dire que ça créerait de la valeur technologique pour les industriels locaux peut-être aussi? Complètement. Le but est de construire et de participer à un écosystème. C'est-à-dire de co-localiser un peu aussi une industrie qui est celle de l'électrolyse. Alors, en fait, c'est très très simple. Dans tous les schémas économiques que vous voyez, quels qu'ils soient, et ça s'applique également dans le nôtre, à partir du moment où vous rentrez dans un pays, il est indispensable de se mailler dans le tissu dans lequel vous évoluez. Et c'est vrai pour d'autres secteurs, mais c'est tout à fait vrai pour l'hydrogène. Et notre philosophie, la philosophie de notre président, est également de celle-là. C'est de s'inscrire dans ce schéma-là. Je pense que nous avons les atouts pour le faire. Nous avons un équipement qui est largement qualifié pour le besoin. Qu'est-ce qui manque justement pour déployer cette usine dont vous parlez? Écoutez, je ne pense pas qu'il mange grand-chose. On est dans le timing de le faire. Très bien. C'est pour quand?
écoutez, on travaille dessus. Je pense qu'on sera prêt dans quelques temps. On espère pouvoir l'annoncer bientôt. Ce serait prématuré de donner une date et de s'engager dessus sur ce plateau. Qu'est-ce que cette usine va changer concrètement dans le positionnement d'abord du Maroc dans la chaîne de valeur mondiale de l'hydrogène vert et aussi sur toute la chaîne de valeur des acteurs de cet écosystème locaux? Alors c'est une bonne question. Merci. L'important, c'est que dans toute la chaîne de valeur dont on parle actuellement, l'électrolyse est un des éléments les plus importants. Quand on parle à des développeurs, quand on parle à des techniciens, beaucoup réfléchissent sur le coût de production de l'hydrogène et mesurent cela par rapport à leur schéma industriel. Et donc, nos machines sont dans cette gamme, je dirais, supérieure de performance. Donc, on est ravis d'être dans cette gamme-là. Et dans tout le schéma, l'important, c'est justement de créer une machine made in Morocco pour le marché marocain. Donc, c'est ça que ça change. C'est que dans toute l'équation mondiale de cette nouvelle commodité mondiale, il y aura de l'équipement technologique marocain fabriqué au Maroc. Quand on parle d'électrolyse, on ne peut pas ne pas évoquer le coût et on ne peut pas non plus évoquer ces fameuses capacités de production. Il y a deux grands points d'interrogation dessus. Qu'est-ce que changerait justement cette machine produite au Maroc vis-à-vis de ces deux variables un peu inconnues dans l'équation de la production d'hydrogène vert? Alors, il y a deux choses à distinguer. Il y a d'abord effectivement la notion de coût de le fabriquer dans une localisation spécifique qui peut avoir un avantage compétitif. Et puis il y a également d'autres aspects, des aspects techniques sur les normes qui seraient utilisées, sur les types de matériaux qui seraient demandés, sur le coût de l'énergie qui serait amené parce que ça aura un impact sur le coût général de l'hydrogène produit. Donc ces différents paramètres permettront de donner, je dirais, un prix donné à une machine. Alors, donc c'est pour ça, le prix ne dépend pas que de nous. On peut le fabriquer à un prix donné, nous comme d'autres fabricants, mais il dépend de certains paramètres qui sont propres au développeur, propres à son ingénierie, pour déterminer la finalité de son produit. Est-ce qu'il cherche un prix avec un investissement faible? Est-ce qu'il cherche un prix avec un investissement important mais un coût d'exploitation faible? Et en fonction de ce choix-là, il a une machine qui est différente et une spécificité qui est différente. C'est en fait selon les besoins. Les prérequis demandés par le client, effectivement. On est un partenaire technologique, on est important, mais on n'est pas décisionnaire tout seul. Quels seraient vos clients? Eh bien, tous les développeurs que vous trouveriez ici, ou même des grandes industries chimiques, pour ne pas la citer, l'OCP, et puis des développeurs comme mon collègue à côté de moi, M. Alaoui, serait un client potentiel. Très bien. Alors, ce qui est intéressant pour Irezen, c'est que vous intervenez un peu dans tous les chaînons de cette chaîne de valeur de l'innovation verte de manière générale. Et il est intéressant aussi de voir, vous avez évoqué l'OCP, vous me facilitez la transition, je vous en remercie d'ailleurs. Vous êtes associé à OCP et à l'Université Mohamed VI Polytechnique dans ce qu'on voyait tout à l'heure de ce Green H2A ou de ce Green... De quoi s'agit-il? Pourquoi s'associer à... quels sont les objectifs de cette association? Et quel serait son apport pour le déploiement, je reviens encore à ce sujet, de la feuille de route? Effectivement. Donc l'histoire avec le groupe OCP a commencé pas aujourd'hui, elle a commencé il y a 10 ans. Donc c'est une histoire d'une grande entreprise qui est l'OCP, qui a fait confiance en une petite équipe qui est l'IRSN à l'époque, mais avec un volet aussi visionnaire du groupe qui savait que la question énergétique et la question de la décarbonation se poserait un jour. Donc, étant donné que le ministère de la tutelle de l'époque avait mis en place IRSN depuis 2 ans, 2011, donc 2013, les discussions avec le groupe OCP, et l'idée c'était d'accompagner le groupe, mais aussi l'écosystème industriel marocain, pour intégrer, démystifier d'abord, mais aussi intégrer, adapter des technologies innovantes de la transition énergétique dans les process. Donc pour le groupe OCP notamment, pour parler de manière très précise, il y avait des questions par exemple de consommation de fuel dans le séchage des phosphates. Donc du coup, avec IRSN, on a créé une sorte de JV, une joint venture qui s'appelle le Green Energy Park, et qui traite, parmi les sujets qui traite ce sujet de séchage des phosphates par voie solaire thermique.
l'utilisation aussi d'énergie solaire photovoltaïque, son intégration dans un écosystème industriel, le stockage de l'énergie aussi, c'était des sujets sur lesquels le groupe nous a mis aussi les collègues du Green Energy Park sur ça. Donc, du coup, à travers le Green H2A, on répète l'histoire. Donc, c'est une plateforme qui s'étale sur à peu près une douzaine d'hectares, qui traite des sujets, comme j'ai dit, le solaire thermique, le solaire photovoltaïque, l'efficacité énergétique dans les bâtiments, qui sont aussi des sujets liés aussi à l'industrie. Et sur Green H2A, c'est une plateforme qui va être accueillie au niveau du Jorf Al-Sfar, donc le complexe qui est le plus grand complexe de production de fertilisants au monde. Et du coup, pour nous, c'est aussi un moyen de faire de la recherche avec l'industriel pour l'industriel. Mais c'est de la recherche, c'est du génie made in Maroc. C'est-à-dire ce que vous dites là, c'est qu'on est capable aujourd'hui, au niveau du Maroc, en créant ces bridges, ces ponts entre effectivement un grand groupe industriel qui est l'OCP, parce que ça reste quand même un groupe industriel et minier, et le monde académique et celui de la R&D. C'est ça. Et l'idée, en fait, c'est que la base, pour moi, de tout développement, c'est le capital humain. C'est vrai qu'il y a aussi une limite qui est les moyens financiers, mais les Marocains sont bons. Désolé de le dire comme ça, mais les Marocains sont bons. Il y a l'hydrogène vert et la matière grise, donc à un moment, effectivement. Donc du coup, quand on est bon, après, c'est une question de moyens. Il suffit de s'acquitter de ces moyens, d'acheter les équipements qu'il faut, d'apprendre, parce que aussi le capital humain, il apprend, il évolue, et du coup, on commence à avoir une sorte de capitalisation, de colocalisation, de localisation de l'expertise. Et c'est le premier maillon, à mon avis, de ce que vous avez dit, de localisation de l'industrie. Parce que, et ça, Dieu merci, on l'a vu après la crise Covid, il y a une prise de conscience. Avant, la R&D, c'était pour faire joli sur quelque chose, sur un PowerPoint, sur une présentation des groupes, etc. Mais maintenant, quand on a vu que les pays qui ont été les plus résilients pendant la crise, qui ont trouvé rapidement des capacités industrielles, des vaccins. C'est des pays qui investissent dans la R&D, dans le capital humain. Et ça, pour nous, ça a changé aussi, je peux vous dire aussi, partager avec vous, que ça a changé aussi mon quotidien. Il y a de plus en plus d'industriels marocains, de privés, qui ne sont plus dans une logique d'importation, mais de trouver avec des partenaires marocains locaux, notamment IRSN, le Green Energy Park, l'Université Hamsis Polytechnique et les universités marocaines aussi, de trouver des solutions locales pour des problèmes locaux. Et surtout pour ce problème, qui n'en est pas un, mais qui peut se poser comme problème, c'est la décarbonation de l'industrie. Parce que là, on y est aujourd'hui. Exactement. Et l'idée, c'est toujours un aspect aussi qu'on doit aussi partager, c'est peut-être aussi pour prêcher pour ma paroisse, un rapport aussi de l'AIE, il dit que pour atteindre l'objectif de la décarbonation d'ici 2050, on doit compter sur des technologies pour 60% qui n'existent pas encore. Et d'où, c'est vrai que même le maillon électrolyse, c'est un maillon aussi qui fait le focus, parce qu'il y a des technologies matures et des technologies de rupture qui sont en train d'arriver sur le marché, mais la plupart des technologies qui vont aider l'humanité à être décarbonée n'est pas encore là à l'échelle mature. Et du coup, c'est aussi un rôle important que va jouer l'innovation pour aider l'industrie à décarboner. Alors, est-ce qu'il est facile de financer un projet, justement, de telle ampleur? Qui sont les acteurs, déjà, qui se lancent, Amar Alaoui, qui sont les acteurs? Est-ce que ce sont que les États, aujourd'hui, capables de financer de tels projets? Parce que c'est très budgétivore. Tout à fait. Alors, ce n'est pas que les États. Hein. Il y a beaucoup de privés qui développent ce genre de projet. On a vu des projets qui ont été développés, qui ont atteint ce qu'on appelle un bouclage financier final, notamment en Arabie Saoudite, Oman, et on a d'autres qui sont en train d'être faits aussi en Europe. Donc c'est possible. Maintenant, il faut voir une chose, c'est qu'il y a deux niveaux, encore une fois, la partie électron verte qu'on sait faire et la partie molécule qu'on sait faire, mais le bridge entre les deux, des fois c'est difficile et ça crée des interfaces. Et c'est ces interfaces que les bailleurs de fonds ont, comme ils n'ont pas vu de précédent, donc ils ne veulent pas sauter le pas et donner des milliards de dollars sans avoir un marché en face qui s'inscrit sur la durée et sur le long terme. D'où peut-être, même pour le Maroc, ça serait bien de commencer par des projets de taille moyenne. C'est pour ça que tout à l'heure, quand on parlait justement de taille de projet, est-ce que
on est obligé de commencer par un gros projet au Maroc et ça ferait drainer aussi, parce que c'est une manière aussi de drainer des investissements. Parce que on l'a vu pour l'automobile, il y a eu un gros player mondial qui s'est installé, notamment Renault, et ça a fait que ça a drainé plein d'investissements et que ça a créé finalement cet écosystème de l'automobile chez nous. Est-ce que c'est applicable sur l'hydrogène vert, par exemple? Oui, je pense que c'est applicable. D'abord, on va dire des projets en gigawatts, ça va être compliqué de les réaliser à court terme. On parle à ce moment-là de 2030 et au-delà de 2030. Oui. Mais à moyen terme, on peut viser des projets de taille 200, 300 mégawatts. Ça coûte combien, plus ou moins? Vous qui êtes 200, 300. Qui êtes dedans, du coup. En fait, quand on parle de 200, on parle à peu près, entre 700 et 800 millions de dollars. Donc on n'est pas sur les milliards de dollars. On peut à ce moment-là faire financer ce projet. Et à ce moment-là, ça va être aussi des vitrines. Des vitrines qui vont permettre de montrer que le business model peut fonctionner. Et ça, c'est très important. Si le business model fonctionne, on va donner envie à des investissements de plus grande taille. Et notamment, on a parlé peut-être du port de Nador ou du port de Dakhla, pour lesquels il y aura un passage de navires. Et on sait très bien que toutes les compagnies dans le monde ont des obligations de décarbonation. Ils sont à la recherche de e-méthanol partout dans le monde. Alors qu'au Maroc, on est sur un passage certain, et en plus, on peut produire du e-méthanol très compétitif. Donc, il suffit de bien structurer finalement son projet d'investissement. Tout à fait, il faut structurer, il faut sortir des carcans, il ne faut pas se dire, voilà, on va produire juste l'électron, et l'électron va être utilisé uniquement pour la production du green hydrogène, qu'est-ce qu'on en fait après? Il faut trouver d'autres sources et trouver des partenariats de telle manière à développer le marché. On crée le marché, il ne faut pas l'attendre, voilà. Ah, c'est très important. C'est un peu comme l'œuf et la poule, mais je crois que vous avez tranché. Il faut créer le marché. Tout à fait. Justement, quel pourrait être l'output pour créer ce marché, pour justement donner des insights à ces acteurs-là d'un tel rassemblement qui rassemble comme le World Power to X? Est-ce que on a bien sûr les décideurs? Donc là, c'est le volet juridique, et je pense que vous allez vraiment prêcher pour votre paroisse, parce que là, et pour celle de tous ceux qui sont concernés dans cet écosystème marocain. Mais il s'agit aussi de rencontrer d'éventuels investisseurs. Monsieur Zniber. Alors, écoutez, je crois que je commencerai par un aspect important que nous avons au Maroc, c'est que depuis plus de 10 ans, nous avons une politique dans le domaine des énergies renouvelables qui a été précurseur de beaucoup de choses. Alors que dans d'autres pays, à l'époque où on avait lancé ça, c'était au balbutiement chez tout le monde. Nous, on y a été. Sa Majesté avait lancé en 2009, en novembre 2009, le plan solaire marocain qui a donné naissance à Mazen, qui a donné naissance à un certain nombre de structures autour de Mazen. L'éolien a été lancé par l'ONE. Donc tout ça, c'est des prérequis que nous avons aujourd'hui. Mais si vous permettez, comment ne pas tomber dans les pièges dans lesquels nous sommes malencontreusement tombés en tant que pays en parlant de ces énergies vertes. Nous avons été précurseurs, mais là, à un moment, la machine, elle a... Alors, moi, j'ai mon point de vue... Elle a eu quelques petits soucis. J'ai mon point de vue sur cela. Probablement, nous avons négligé un aspect important du déploiement de ces énergies, c'est l'intégration industrielle locale et intéresser l'industrie marocaine. Monsieur Ali Khan a parlé tout à l'heure des électrolyseurs. Vous avez parlé de l'automobile et de l'aéronautique. C'est typiquement ce genre de choses qu'il faut faire. Considérer qu'autour de l'hydrogène, il va falloir créer des écosystèmes industriels. Vous avez des PMI et PME marocaines par milliers qui peuvent faire des pièces mécaniques, qui peuvent faire du tube, qui peuvent faire des automates programmables, qui peuvent faire de l'électronique de puissance. Et tout ça rentre dans la composition d'appareils comme les électrolyseurs. Mais il faut remplir leur carnet de commandes à ces entreprises, justement. Alors, il ne faut pas viser que le marché marocain. C'est-à-dire qu'il faut qu'on devienne, à l'instar de ce qui se passe pour l'automobile et l'aéronautique, qu'on ait un écosystème d'équipementiers. Et le souhait, c'est que ces équipementiers soient marocains. Et nous avons, très honnêtement, la capacité
de le faire. Et je pense que si on ne fait pas ça, on va passer à côté. C'est absolument nécessaire. Tous les acteurs. En tout cas, nous, secteur Maroc. privé. Tout à Juste fait. pour définir avec le Oui, on, alors, si vous le permettez, avec le on, ces éléments. je veux dire, c'est l'État, parce que l'État doit mettre en place l'environnement nécessaire pour que les acteurs puissent déployer. Alors, environnement nécessaire, on a parlé du cadre juridique, parce que ça, je veux dire, Oui. c'est même pas un prérequis, c'est essentiel, c'est vital, c'est la base. Ensuite, on parle de foncier. On parle de foncier, mais on parle de financement aussi, on parle de fiscalité, on parle d'infrastructures qui peuvent être prises en charge par l'État ou qui peuvent, dans le cadre des politiques de partenariat public-privé, mettre en place des infrastructures nécessaires. Donc tout ça, c'est un travail où le travail entre l'État et l'opérateur est absolument nécessaire. De garant aussi. De garant. C'est un gros point noir. C'est celui qui rassure. On parle de financement notamment. Écoute, et d'attirer ces investisseurs aussi. Vous savez, c'est quand l'État et le pays, je ne parle pas d'État, je parle du pays, quand il met en place des choses qui rassurent sur le plan de l'environnement économique, vous êtes sûr que tout le monde viendra. Et les gens sont à la recherche non seulement d'un cadre et d'un environnement, mais ils ont aussi besoin de se trouver dans un lieu où les compétences sont présentes. Et nous avons ces compétences au Maroc. Aujourd'hui, malheureusement, on est en train un peu de nous les pomper. C'est le cas de le dire. Hein? C'est le cas de le dire. Oui, il y a on est en train de siphonner, dans différents domaines d'ailleurs, toutes les compétences que nous avons. Et ça, il faut qu'on fasse très attention parce que demain, nous allons nous retrouver dans un manque crucial de... Alors tout à l'heure, on va signer avec l'OFPPT un accord de partenariat, d'ailleurs avec IRESEN aussi, Cluster IRESEN, pour la formation de techniciens au sein des cités des métiers et des compétences, de techniciens qui vont être destinés à ce secteur. Est-ce que ce secteur, concrètement, a une valeur ajoutée sociale ? Bien sûr. Parce qu'encore une fois, je reviens aux énergies renouvelables. C'est pas que je suis en train de les pointer du doigt, mais ça manque un peu de cet impact social sur les populations. On a commencé cette émission par l'impact de l'innovation sur les populations sinistrées par le drame d'El Haouz. On veut aussi connaître qu'est-ce que cette industrie, finalement, comme elle a apporté cette industrie automobile à des régions telles que celle de Tanger ou la de Knetra. Qu'est-ce qu'elle apporterait aux régions et à nos provinces du Sud, mais pas que. Je répète, c'est un vrai système de job creation, un vrai système de création d'emplois. Ce qui s'est passé avant, c'est qu'on n'a pas créé d'écosystème industriel local autour des énergies renouvelables. Pour les énergies renouvelables, voilà. Oui. Ça, c'est clair. On est passé à côté de ça. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment, mais on est passé à côté de ça. Aujourd'hui, et je pense que tout le monde est sensibilisé sur ce sujet, il va falloir le créer. Et en le créant, on crée de l'emploi, on crée de la richesse pour un certain nombre de populations et on crée aussi de la valeur, puisque ces gens-là vont être aussi des innovateurs, Et nous avons beaucoup de jeunes, croyez-moi, Madame Yassine, que des gens qui sortent de la formation professionnelle, qui ont beaucoup d'idées et qui peuvent être des vrais accélérateurs dans certains domaines, surtout quand on voit la chaîne de valeur industrielle dans l'électrolyse, dans la logistique, pour l'hydrogène je parle. Il y a tellement de petites choses qui nécessitent à la limite de l'artisanat du point de vue intellectuel, mais on peut fabriquer des choses sur place, on peut développer un vrai tissu social autour de tout cela. Merci. Oui, Alikan Kassem, quelque chose à ajouter peut-être dans ce sens, parce que vous êtes industriel justement, vous êtes concerné. Je voulais rajouter une chose, je m'inscris complètement dans ce que Sissi vient de dire. Vous faisiez le parallèle tout à l'heure avec l'industrie automobile. Il y a une petite nuance malgré tout avec cette chaîne de valeur, c'est que c'est une commodité dans une industrie qui va fonctionner H24. Quand vous êtes dans une production chimique qui fonctionne H24,
vous êtes dans un fonctionnement qui est très différent d'un secteur manufacturier classique que d'un véhicule, par exemple, avec des criticités différentes. Donc, vous développez naturellement des compétences d'ingénierie. Et autour de cette ingénierie, pour exploiter ces usines d'hydrogène et puis parallèlement d'ammoniac, de méthanol et des 5 dérivés principaux de l'hydrogène, eh bien, vous allez devoir créer des équipes de maintenance, d'exploitation. Et inévitablement, à travers ces chaînes d'exploitation, vous allez créer des gens qui vont moderniser des installations. Donc, par nature, ces métiers-là, ces chaînes de valeur-là, développent des métiers d'ingénierie, de conception, après. Donc, c'est là, pour moi, le vrai step qu'il y a dans cette commodité. Bien sûr, elle est à terme, mais elle crée, pour l'horizon à moyen terme pour le Royaume, un gisement de création d'emplois et de compétences à haute valeur ajoutée qui rend le pays de plus en plus autonome dans son développement. Très bien. En parlant de développement, Taqa Morocco est en pleine expansion, bien évidemment. Il y a une opération de levée de fonds qui vient de se faire, n'est-ce pas, pour votre stratégie bas carbone, entre autres, pour le développement de centrales à cycle combiné de gaz. Quelle place pour l'hydrogène vert, justement, dans cette stratégie, Amar Alaoui Mohamedi? Alors, l'hydrogène vert a d'abord sa place à travers la production de l'électron vert, à travers l'éolien et le solaire. Donc, une partie de ce levée de fonds pourrait être utilisée pour financer les prochains parcs éoliens, les champs solaires à développer et qui peuvent se transformer en green hydrogène par la suite. Il y a également, on va dire, l'ambition de Taqa Morocco, c'est penser aussi aux centrales à charbon. Parce qu'on peut aussi décarboner les centrales à charbon en faisant du co-firing avec du green ammonia. Et ça se fait aujourd'hui dans certains pays d'Asie, Japon, Corée. Ça nous rend compétitifs, le fait qu'on soit producteur de phosphate? Je dirais d'électricité charbon qui peut être décarbonée en rajoutant du green ammonia qui va être produit à travers le green hydrogène. Ah, d'accord. D'accord, c'est le green hydrogène qu'on va transformer en green ammonia. Très bien. Donc finalement, il y a un marché. On parle de marché d'OCP de 2 millions de tonnes, et aussi un marché de décarbonation des centrales actuelles, et qui est significatif. On parle d'équivalent de 2 à 2,5 millions de tonnes de green ammonia qui peut être utilisé demain pour décarboner la production actuelle à base de charbon. Et donc ça nous mettrait complètement dans les objectifs qu'on s'est fixés dans les différents COP et très rapidement. Parce que si on arrive à produire du green ammonia compétitif par rapport au prix du charbon, ben, on pourrait l'utiliser comme un combustible comme le charbon. Mmh. Alors, dernière question, Samer Rachidi, World Power to X se tient en ce moment même à Marrakech. L'après, vous avez parlé des objectifs tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on peut attendre après ce sommet? Quels sont les fruits de ces graines que vous avez semées et qu'on pourrait cueillir en l'occurrence? En tout cas, je peux vraiment me réjouir du parcours que moi j'ai pu témoigner ces à peu près 5-6 dernières années, où on est passé d'une idée dans un petit bureau. On a dit peut-être ça pourrait être intéressant pour le Maroc, cet hydrogène vert, en passant par des études préliminaires, une étude qui a préparé une feuille de route, et on est aussi fiers d'avoir mis en place ou publié cette feuille de route en premier dans notre région africaine, arabe, musulmane, tout ce que vous voulez. Avant l'Égypte, parce que c'est notre concurrent direct dans la région, parce que vous parlez de la région Afrique du Nord. C'était en 2021, c'était juste après les annonces des grands pays. L'Allemagne l'a annoncé en 2020. Nous, la nôtre, elle était prête en décembre 2020, mais elle a été publiée en août 2021 pour des raisons d'agenda. Mais en tout cas, on peut être très fier de ce qu'on a construit. On a un cluster maintenant. Donc ça, c'est le volet politique, c'est une feuille de route, une vision avec une équipe qui est autour de ça. Il n'y a pas que nous, il y a le ministère, il y a l'ensemble des parties prenantes. Il y a un cluster industriel maintenant qui anime un écosystème industriel et une volonté aussi de colocaliser cette valeur de manière très pragmatique. Il y a un projet aussi en cours qui vit d'une plateforme de recherche de rang mondial qui va accueillir des démonstrateurs à l'échelle du mégawatt. On n'est pas encore au gigawatt, mais au mégawatt pour produire du green ammonia. On a un premier projet qui va être commissionné, qui va démarrer l'année prochaine. Il y a un autre projet sur les carburants verts d'une taille à peu près similaire de quelques mégawatts. Et ça, c'est très important pour dérisquer les grands projets.
parce que tous ces développeurs vont trouver chez nous, avec l'UM6P, avec IRSN, au Green H2A, une base de données, des fichiers Excel qui va dire c'est pas des études, des modèles, mais c'est des équipements d'électrolyseurs, des Haber-Bosch pour produire de l'ammoniac, des Fischer-Tropsch pour produire du carbone synthétique qui ont fonctionné à Jorf dans des conditions locales avec bien sûr une variation de conditions. Et voilà les données. Donc prenez ça pour avancer, puis aussi extrapoler pour les grands projets. C'est aussi un échange qu'on souhaite aussi avoir avec le monde de l'industrie. Et enfin, c'est aussi avoir une sorte de... Moi, d'année en année, je vois qu'il y a de plus en plus de jeunes Marocains qui en savent un peu plus, qui deviennent experts sur le sujet. Et du coup, il y a une sorte d'expertise et un capital humain qui se bonifie d'année en année. Et du coup, mes aspirations pour l'année prochaine, c'est que ces projets-là se concrétisent et aussi que l'offre Maroc se déploie le plus rapidement possible avec on va dire, une opérationnalisation optimale. Optimale et efficiente, puisqu'on parle efficace, puisqu'on parle d'énergie. Merci beaucoup, Samir Rachidi. Et merci à vous également, Mohamed Yahya Zniber. Merci, madame. Merci à Ali Khan Qassam et Omar Alaoui Mhamdi. Merci beaucoup. Merci, messieurs. Merci d'avoir animé et enrichi ce débat ce soir sur cette question de l'hydrogène vert. Je rappelle donc que Marrakech accueille ces 19 et 20 septembre le World Power to X sous le haut patronage de Sa Majesté, un sommet qui est déjà à sa 3e édition et que nous couvrons pour vous sur Médien TV. Très bonne soirée à tous.